Parfait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous le voulez bien, nous allons démarrer cette conférence débat sur le thème les collectivités et entreprises, qui est le leader de l'innovation, un grand thème sur lequel on va essayer de se retrouver. J'ai 3 intervenants qui vont échanger et vous apporter un maximum d'informations sur cette thématique. Christophe Jupin, Norbert Friand et Lionel Poinceau, à qui chacun d'entre vous, je vais vous demander une rapide présentation pour que ça puisse situer déjà dans nos premiers échanges un peu vos propos par rapport à votre activité. Je vous laisse démarrer, Christophe. Ah ouais, allez-y. Bien, et je suis donc Christophe Jupin, je suis salarié de la CCI Haute-Marne et j'anime un pôle technologique, le pôle technologique Sud-Champagne. Et aujourd'hui, je suis parmi vous pour représenter le cluster Nogentech, un cluster d'entreprises très performante. On y trouve le leader des forges aéronautiques françaises, leader des forges automobiles de France et le leader médical, des forges médicales européennes cette fois, puisque une prothèse sur 3 qui est posée dans le monde est fabriquée sur ce territoire. On aura l'occasion de revenir sur les particularités de votre territoire. Norbert, un mot sur votre activité ? Oui, merci. Bonjour à vous. C'est un honneur d'être devant vous et aux interconnectés. Merci pour l'accueil à Lyon, en tout cas. Donc moi, je viens de Rennes. Je suis en charge du service numérique qu'on m'a demandé de créer il y a quelques années. Je viens du monde privé, d'un grand groupe. Je travaille dans des grands groupes. J'ai créé quelques activités un peu à côté. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les passerelles que l'on peut faire entre ces deux mondes, public et privé. Voilà. Je termine par le régional de l'étape, Lionel Poinceau. C'est vrai que j'étais en train de me dire comment je vais faire la transition derrière. C'est fait. Moi, je suis sur place. Donc, je dirige une association qui s'appelle Espace Numérique Entreprise, qui est une association de personnes morales, chambres de commerce, chambres de métiers et les syndicats patronaux MEDEF et CGPME. Et notre métier, c'est d'aider les PME et les TPE à innover et à être plus performantes grâce à l'utilisation du numérique. Est-ce qu'on développe ou on s'arrête là ? On va peut-être s'arrêter là dans un premier temps, mais c'est vrai qu'on a pas mal de chance d'avoir ces compétences réunies, et puis messieurs qui avaient fait des kilomètres pour nous rejoindre. Soyez les bienvenus. On démarre un petit peu plus. Moi, une des premières questions, puisqu'on disait entreprise et collectivité, on parle d'innovation. Est-ce que les entreprises sont si conscientes que ça des enjeux de la transition numérique? Est-ce que c'est si difficile pour elles? On laisse peut-être démarrer, je te laisserai peut-être un peu terminer, non? Plutôt, désolé, mais on a ces manies. Allez, c'est parti, Norbert ou Christophe. Oui, de toute façon, une entreprise digne de ce nom, elle est en veille permanente sur tout ce qui se passe dans tous les développements technologiques. Et c'est vrai que le numérique apporte un champ de possibles tout à fait considérable. Je dis souvent que c'est la limite, c'est notre imagination. Et c'est vrai que l'entreprise connectée, avec tous les outils de production, on lance même maintenant des productions virtuelles pour vérifier que tout est adapté à la machine, une circulation de l'information sensationnelle. C'est vrai que s'ils en sont parfaitement conscients. Maintenant, comment l'aborder, comment l'intégrer dans l'entreprise? Est-ce que c'est si facile? Au meilleur coût. C'est un enjeu difficile et pas forcément très simple. Très bien. Norbert? Moi, je serai un peu plus nuancé pour être au contact de certains grands groupes, notamment, qui n'ont pas forcément intérêt aujourd'hui à transformer et changer leur modèle. Un grand groupe qui vend des objets, par exemple, pas fabriqués en France, bien sûr, qui fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, n'a pas forcément le modèle aujourd'hui pour aller vers la fonctionnalité, l'usage de l'objet et potentiellement de l'objet connecté. Et donc, il fait des tentatives, il prédispose, il va au hackathon, il fait des tests, il essaye de se connecter à des communautés créatives, mais ça reste aujourd'hui des tentatives qui sont quand même relativement légères et qui attaquent pas dans le dur leur transformation de modèle. Donc ça, je serais assez nuancé. On commence à voir apparaître d'autres modèles, mais ça, c'est un peu les questions suivantes, je pense, c'est après dans le comment. Dans le comment on engage un peu ces transformations. Ok, donc une question que je vous poserai après, ou sauf si Lionel souhaitait tout de suite démarrer par cette question. J'ai entendu grand groupe, j'ai entendu industrie. Il y a des différences par rapport aux tailles, aux activités dans cette transition numérique? Alors, j'ai le micro, donc du coup, je vais le garder. Tu le gères.
Moi, ce que j'aime bien dire dans cette transition numérique et même cette révolution numérique, c'est qu'on ne fait plus de cette dichotomie grand groupe, petite. Maintenant, avec le numérique, on fait, et ça, je laisse la paternité à Joël de René, on fait la différence entre les rapides et les lents. C'est-à-dire que l'évolution de notre secteur du numérique et de l'innovation dans ce domaine-là est tellement rapide que ce qui fait la différence, c'est la capacité que l'entreprise a à l'intégrer plus ou moins vite que son concurrent. Et c'est là qu'on gagne. Et c'est ce qu'on dit et c'est pour ça que je partage ce que disait Joël de René sur la distinction. Aujourd'hui, on est soit un rapide, soit un lent. Et on n'est plus un grand ou un petit, ou on n'est plus une TPE, une PME. Et dans notre monde numérique, ce seront les rapides qui vont gagner demain. Sur la rapidité, Norbert, quand on a échangé tout à l'heure, vous m'avez un peu décrit les différentes strates qui vivaient par rapport aux menaces ou aux enjeux de la transition numérique en disant, dans un premier temps, on regarde, après, vous pouvez nous refaire un peu par rapport à les différentes étapes un peu, mais je vous invite à relire aussi un petit peu Nicolas Collin, les étapes du déni du numérique. Ouais. Au début, on les ignore. Voilà. Bon, et puis après vous verrez les différentes étapes. Mais la question de la temporalité est extrêmement intéressante. Faut pas aller trop vite non plus. Faut pas être uniquement dans le buzz. Je pense qu'il y a des questions de temporalité sur des cycles longs aussi. Les transformations demandent du temps. On a mis en place à Rennes, comme à Lyon d'ailleurs, un bureau des temps, des temporalités justement, pour réfléchir sur ces cycles un petit peu plus longs aussi, cette durabilité, cette sustainabilité qu'on essaye de mettre en place. Après, je suis d'accord. La question de la rapidité aussi à accéder à certains marchés. Donc là, on a développé, par exemple, le prototypage rapide. On ne l'a pas fait au sein de la collectivité, mais on a créé une entité, un LabFab. Et ensuite, on a connecté une vingtaine de LabFab sur le territoire. Ce sont des Fab Labs, hein, vous avez deviné, les LabFab, des lieux de fabrication numérique, de prototypage rapide pour tester, passer de l'idée au concept et surtout au matériel, au tangible, sortir le numérique un peu des écrans et le rendre dans notre société aux utilisateurs, tester avec les utilisateurs très très vite, avoir cette capacité à tester aussi. Un grand groupe, un centre de recherche par exemple sur le territoire de Rennes, Orange est le plus grand employeur privé à Rennes et en Bretagne, il nous dit les chercheurs ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont enfermés dans leur labo. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la rue, sur le numérique, vous êtes à la rue. Donc il faut aussi, et comment un chercheur de Orange, il réussit à regagner la rue. C'est là que la collectivité, le territoire est une passerelle extraordinaire. Nos aménageurs, nos urbanistes, plus de 350 métiers dans les collectivités. Donc, et ces métiers sont forcément impactés aujourd'hui par le numérique. Créons justement ce mélange, cette mixité qu'on retrouve pas sur scène, cette mixité, mais bon, on compte sur vous dans la salle, elle est très très mixte. Et c'est une conférence participative, donc ça va réussir à s'équilibrer. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vous laisse la parole. Ce qui est surprenant dans ce que vous dites, le temps, 2 variables, il faut aller assez vite, et vous dites qu'il faut quand même prendre le temps, 2 fréquences. Ouais, 2 fréquences. Et quand ça va trop vite, moi ce que je fais, j'éteins la fréquence rapide. Et vous verrez, dans la vie personnelle aussi, ça va beaucoup mieux. Et si ça va trop doucement, on remet une fréquence rapide, un petit peu. Je vais laisser continuer, Christophe. Pour rebondir sur l'accès justement au numérique, il se passe ce qui s'est passé un petit peu dans le médical sur notre territoire, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, puisqu'on a des leaders dans le domaine de la santé. C'est souvent l'acquisition par les grands groupes de start-up qui vont développer une piste avec intelligence pour développer avec les outils qu'ils ont. Ils ont la capacité, ils ont la réactivité, la capacité à prendre des risques, d'expérimenter. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voyait dans le médical, et ce qu'on voit toujours d'ailleurs, l'intégration des belles start-up du médical françaises dans des grands groupes. Dans le numérique, c'est ce qui se passe un petit peu. Lionel, c'est quelque chose sur lequel tu étais intervenu l'autre fois. Oui, en fait, moi je rejoins totalement ces propos. Nous, il y a un monde qu'on connaît bien qui est celui de l'industrie. Dans le monde industriel, il y a une vraie peur de se faire prendre une partie de sa valeur ajoutée par une start-up qui va venir entrer sur votre métier avec une activité, vous prenez l'exemple du médical, aujourd'hui ça part tous azimuts dans le médical. Tout le monde y va de son innovation et prend une part de valeur ajoutée à un grand groupe. Et si vous voulez un exemple, à Saint-Étienne, nous on a un grand groupe du médical qui s'appelle Tuan, qui fabrique des bandes. Et aujourd'hui, il y a des start-up qui rentrent sur ce marché-là, qui proposent des spécificités, qui elles sont capables de les mettre et de les étudier, et de les mettre sur le marché en 6 mois, ce que Tuan aurait mis 3 ans.
Parce qu'il y a à l'intérieur des inerties, que sont les inerties du personnel, que sont les inerties de la taille, que sont les inerties de la prise de risque et des échelons intermédiaires de décision. Et du coup, s'ils n'évoluent pas, s'ils ne se transforment pas, eh bien, ils vont se faire prendre petit à petit certaines parts de marché. Et on va arriver à certains secteurs comme ceux qu'on connaît bien aujourd'hui, où la plus grande compagnie de taxi du monde, elle n'a pas un seul taxi, c'est Uber, où le plus grand hôtelier du monde, il n'a pas un seul hôtel, il s'appelle Airbnb. Et si eux, ils ne réagissent pas sur les secteurs traditionnels, on va avoir le même entrée de start-up innovantes. Alors aujourd'hui, ils ont résolu en partie ce problème en se disant moi, je suis grand groupe, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans des démarches collaboratives type la French Tech, type les clubs Open Innovation, où là, je vais pouvoir avoir une veille sur ce que les startups font. Et quand il y en a une qui me paraît suffisamment intéressante, pof, je la rachète. Parce que, à la différence de la petite start-up, ils ont les moyens. Mais bon, c'est pas une solution en soi. C'est-à-dire qu'on peut pas dédier sa R&D à un tiers en se disant les jeunes travailler et hop, on absorbera. Donc ils doivent eux aussi d'évoluer pour pouvoir se mettre en marche. Et là, c'est là où nous, on peut avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider leurs cadres à faire de l'immersion dans les startups et se mettre aussi en processus d'innovation permanente, comment on peut les aider à faire évoluer les compétences de leurs salariés qui ont des méthodes de travail depuis des années en leur disant ben non, mais demain, ce sera peut-être complètement différent et ayez le réflexe. C'est là où nous, on a peut-être une valeur ajoutée à intervenir pour les aider dans ces démarches. Si je vous écoute bien, j'entends tester, travailler ensemble, évaluer, faire évoluer les compétences. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu plus prêt pour franchir cette étape-là, ou c'est toujours assez compliqué pour un certain nombre d'entreprises d'accepter le test, parce qu'on est un peu plus normé sur des choses précises et le test crée une incertitude? Est-ce que vous les sentez plus prêts, ou vous dites non, il va encore y avoir pour certaines structures du travail? Entreprise ou collectivité, de toute façon, tester, prototyper. Moi, j'ai été recruté. Il y a quelque chose qui m'a fait venir, c'est le président de la métropole, ancien ministre, me dit sentez-vous libre. J'y vais. Puis si j'ai pas l'autorisation, j'y vais quand même. Donc j'aime bien la règle des 4 B. Et le premier B, c'est le braconnage. On n'attend pas forcément d'avoir l'autorisation. Il y a un autre B, c'est le bricolage, des fois. Mais justement, ce prototypage passe par des étapes de bricolage qu'il va falloir transformer. Le butinage également aussi, cette interconnexion qui est nécessaire. Plus on est interconnecté, cette intensité d'échange qui provoque un apprentissage collectif, donc une culture commune également aussi au sein de son entité, mais à l'extérieur, voilà. Et puis le 4e B, vous voulez savoir lequel c'est? Oui. Bienveillance, bien sûr. Parfait. Voilà. Donc, mais il faut y aller en tout cas. Faut faire, faut être maker faire. Faut être dans le faire. Les stratégies Smart City, c'est bon quoi. La stratégie, c'est peut-être aussi passer d'un territoire de projet à un projet de territoire. Donc partons plutôt des projets pour aboutir à une stratégie et pas dans le sens inverse d'une stratégie descendante. Dans le monde industriel, je dirais que rien n'apparaît. Il n'y a pas de génération de spontanée. On part toujours de quelque chose, d'un savoir-faire, d'une tradition industrielle. Et ça, il ne faut pas non plus l'oublier, se déconnecter complètement de la réalité. Il faut à un moment trouver les hommes et les femmes qui vont faire fonctionner les machines pour pouvoir produire. Donc ça, c'est. J'allais vous dire, est-ce que le terme bricolage vous satisfait pleinement? Vous allez le pondérer un peu dans le milieu oui, industriel? Oui, parce qu'il faut quand même aussi rester agile, ce qu'on disait. Donc il faut garder cette agilité, cette imagination. Mais il faut aussi savoir connaître les règles. Dans le médical, avec l'augmentation des réglementations, on est en train de tarir l'innovation. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on ne va plus avoir la possibilité d'être un des pays leaders dans le médical par ces startups. Pourquoi? Parce que la réglementation empêche d'avoir toutes les innovations possibles. D'accord. Lionel? Tout à l'heure, je parlais de coopération entre start-up et grands groupes. Alors le grand groupe, ils ont notamment les moyens, et ils ont les moyens de s'embaucher ce qu'on appelle des CDO, là, les Chief Digital Officers, des personnes qui sont en charge de la transformation numérique en interne. Donc eux, ils sont capables d'avoir leur programme d'évolution. Par contre, en termes de politique économique publique, ceux qui ont un vrai besoin, c'est ceux qui créent les emplois, ce sont les plus petites, les PME. Et elles aussi, elles se doivent d'innover.
Et nous, ce qu'on a fait à Lyon, enfin ce qu'on est en train de faire, dans le cadre de la French Tech, où la French Tech propose un dispositif d'accompagnement des startups sur toute la chaîne de son idée jusqu'à sa mise sur le marché, puis après comment elle grandit. Mais elles ont un problème qui est pratiquement récurrent sur toutes les startups, qui est de trouver leurs premiers clients. Et les PME, elles ont une flexibilité, une possibilité d'innover qui est bien plus grande qu'un grand groupe. Et de se dire, on pourrait peut-être, nous, dans notre métier, trouver, parce qu'on les fréquente, des PME qui seraient prêtes à jouer le jeu, de se dire, moi, je vais tester quelque chose d'innovant qui va me permettre d'évoluer et de me différencier par rapport à mes concurrents, et même de me valoriser auprès de grands groupes qui seraient potentiellement mes clients. Et ça permettra à la start-up, moyennant un deal gratuit, je suis votre proof of concept, je suis votre premier client, et je montre que c'est applicable dans le marché. Et de l'autre côté, l'entreprise, ça lui permet également d'innover, et c'est adapté à des petites structures, des PME, on est dans les 50 salariés ou moins, et ça fonctionne plutôt très bien. Et après, il faut faire un travail de tri sur les entrées, c'est-à-dire les startups qui ont des applications sur les mondes de PME, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont B2B ou B2C ou grand public, enfin, c'est dans ce sens-là. Et après, ça nécessite de trouver une PME qui est capable de se dire, c'est pas un effet d'aubaine, mais c'est une vraie stratégie, je vais en faire mon... Et quand on arrive à bien qualifier des deux côtés, on peut faire des mariages intéressants. Christophe, j'ai vu que vous vouliez réagir. Oui, vous avez abordé tout à l'heure la réglementation simplement aussi. Donner une illustration très concrète, c'est-à-dire que le cluster Nogentech a intégré le réseau de la French Tech dans le réseau thématique santé. Et qu'est-ce qui a motivé notre volonté d'intégrer ce réseau et de faire un dossier pour être intégré? C'est justement ce que vous dites, la possibilité à une start-up de trouver tout de suite un marché. L'UGAP a passé un accord avec la French Tech pour permettre aux startups d'être tout de suite référencées et de pouvoir tout de suite vendre leurs produits. C'est fondamental pour une startup qui commence d'avoir tout de suite l'accès au marché. Donc c'était concret. Nous, on est piloté par des entreprises pour des entreprises. On y a été. Très bien. Norbert, une réaction, puis après on passera à l'aspect un peu plus collectivité. Oui, c'est dans l'animation pour la collectivité, pour un territoire, pour que ça marche justement, créer ces lieux et ces temps de rencontre aussi, des runs de prototypage par exemple. On en a fait un sur la maison connectée, on a essayé de faire émerger des idées, rencontrer des plus petites structures et des grands groupes qui ont déjà des réseaux de distribution. Des marchés un peu historiques parfois et qui cherchent justement à renouveler leur espace économique. Par exemple, on a travaillé dans le domaine du mieux vieillir à domicile. Il y a une idée qui paraissait un petit peu farfelue qui est sortie, qui était la pantoufle connectée pour les personnes âgées. Et en fait, on a fait une étude de marché, il restait 3 fabricants de pantoufles en France, sur des marchés qui s'essoufflent un petit peu, et finalement d'apporter 10 € d'objets connectés à une pantoufle qui coûtait précédemment 24,90 €, avec des startups innovantes, ça devenait une plateforme finalement la pantoufle, et ça accédait à un marché où il y avait un besoin, une utilité. En fait, cette pantoufle, ça permet de se lever la nuit, d'être éclairé, de vibrer si on est trop près de l'escalier, éviter des chutes, voilà. Ça fait que tout de suite, ça a créé en fait un espace économique, une diversité d'acteurs se sont regroupés et ont trouvé un intérêt à travailler ensemble et à produire, à créer des richesses en fait, à développer leurs compétences, et c'est parti. Et là, ils se sont créés le 27 avril, par exemple, cette start-up-là, cette société, cette jeune société, ils ont changé 3 fois de modèle depuis, et ils ont changé 15 fois de partenaire. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus la pantoufle connectée, c'est la semelle connectée, ça veut dire que c'est adaptable aussi à d'autres types de chaussures. Voilà. Dans votre exemple, on retrouve à nouveau la notion d'agilité, de test, de s'adapter en permanence. Ouais, exactement. Et puis pour répondre à la question initiale aussi, que peut apporter le territoire? Premier client, les lieux, les espaces, des machines aussi sur le territoire, prototypage rapide, puis on passe à la pré-série. Comment on sort 1500 pièces par exemple? Au-delà. Donc, et comment on va encore au-dessus, comment on franchit ces paliers. L'aspect financier également aussi, comment on lève des fonds. Mes 500 premiers 1000 €, comment je les ai levés sur le territoire. Et ça, le territoire peut avoir un rôle justement pour animer un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un spectre très large. Je fais exprès de garder le micro. Allez. Lionel, tu veux réagir? Oui, parce que dans le prolongement de l'énumération que tu faisais, moi je rajouterais quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est aussi la notion d'écosystème.
C'est-à-dire que l'innovation, elle n'est pas qu'à un endroit, elle n'est pas que dans une entreprise. C'est souvent de constituer un écosystème, et c'est notre rôle, on en parlait tout à l'heure avant la préparation, d'être un tiers de confiance pour construire cet écosystème. Qu'est-ce qu'on entend par écosystème? C'est également, pourquoi pas, de travailler avec les universités et les labos de recherche. C'est pourquoi pas de travailler avec des gens complètement d'autres secteurs ou même d'autres domaines d'activité qui vont vous permettre de faire des innovations d'usage. Ça peut être de se rapprocher de start-up, ça peut être... Et en fait, quand on a un projet d'innovation, on va essayer de construire un groupe projet dans lequel on va peut-être retrouver un centre technique, on va peut-être retrouver un labo de recherche, on va peut-être retrouver une start-up, on va retrouver une entreprise traditionnelle, on va retrouver un grand groupe. Et cet ensemble va faire un écosystème qui va permettre d'avoir toutes les composantes nécessaires pour que l'innovation puisse arriver jusqu'à son terme et soit mise sur le marché. Et moi, je crois beaucoup à cette logique d'écosystème parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à faire travailler ensemble tous ces gens-là dans l'intérêt d'avoir quelque chose d'innovant. Et c'est, à mon avis, très valorisant pour un territoire, surtout quand on a un territoire comme la métropole de Lyon qui est très riche en écosystèmes, notamment de recherche, d'université, de start-up. Là, on a une vraie valeur ajoutée. C'est peut-être plus compliqué dans le milieu rural. Hein. Oui, Christophe, c'est important, votre spécificité. Alors, je vous rassure, justement, il faudrait changer un petit peu les idées reçues. C'est possible aussi dans le monde rural. Vous en avez rêvé, on l'a fait. Nous, on nous a pas expliqué que on ne pouvait pas faire une université dans un monde rural. Donc, dans une ville de 4000 habitants, on a fait une université. Donc, c'est une antenne d'université de Troyes. C'est la seule antenne où vous avez une formation d'apprentissage. Donc on a tout l'écosystème que vous venez de décrire. On a les entreprises, donc des leaders mondiaux dans le médical, dans l'aéronautique et dans l'automobile. On a une antenne universitaire où on forme 30 ingénieurs tous les ans, sans compter licences professionnelles, les doctorants. Donc ça fait au moins 120 personnes sur le site universitaire. On a une antenne du plus grand CRIT médical de France, qui est le CRIT MDTS de Charleville. Donc on a vraiment on a bien sûr une pépinière. On a tous les outils et l'écosystème industriel, universitaire, recherche, caractérisation des matériaux, start-up, pour justement dynamiser le territoire. Et pour répondre à la thématique de l'atelier, c'est vraiment les collectivités qui ont été à l'écoute des territoires pour dire de quoi vous avez besoin. Il nous faut de l'intelligence dans nos entreprises. On a créé une université, on a fait venir le CRIT MDTS pour accompagner la croissance des entreprises. Donc, par rapport à vous, Norbert, ce qui était dit, on a il y a des avantages dans les grandes agglos et autres, quelques inconvénients, vous disiez aussi en préparation, notamment peut-être par moment, pas le manque d'entreprises, mais le manque de postes disponibles par rapport à un nombre de jeunes important, ce qui était un peu l'inverse sur un territoire rural. C'est pas exactement ce que j'ai dit, je pense. Oui. Vous allez me le redire comme il faut. En plus, Rennes, c'est un socle historique dans ce domaine-là du numérique depuis 40 ans. Voilà, territoire des télécoms. Justement, il faut se transformer aussi. Hein. Faut pas être encrouté dans son modèle historique et ça veut dire faire des choix, se transformer. Lieu de formation, 70 000 étudiants, c'est un taux par rapport à la population énorme, je crois, parmi les métropoles. Donc après, en termes d'emploi, on parlait plutôt du fait qu'il y a une transformation là aussi. Moi, je milite beaucoup sur l'entrepreneuriat et des plus jeunes notamment, pour les pousser à être auto-entrepreneurs. J'interviens aussi à la faculté de sciences économiques de Rennes. Je les pousse et il y a de plus en plus de jeunes auto-entrepreneurs et tant mieux. Voilà, entrepreneurs de leurs compétences déjà. Et ensuite, ils vont un petit peu plus loin dans les modèles d'entreprise justement. Donc, ils vont produire aussi leur propre emploi. Et ils n'attendent pas forcément un salariat comme peut-être notre génération de transition a attendu lorsqu'on sortait de nos études il y a quelques années. C'était, ça y est, de se faire embaucher, d'être salarié. Ce qui est bien, le salariat aussi. Mais il y aura certainement des activités à côté, en plus, et tant mieux. Et pour les agents de collectivité, probablement aussi. C'est pas être cumulard que de dire ça. C'est au contraire pour créer des connexions, des interconnexions. Nous sommes aux interconnectés avec justement différents acteurs qui produiront
cet écosystème au global. J'aime bien les analyses graphiques. On va rejoindre un mot qui n'a pas été utilisé, c'est la data, la donnée. Pour connaître son territoire, il faut essayer d'avoir une souveraineté sur la donnée aussi. Quand on observe, par exemple, que les communautés autour de du biomimétisme, finalement, sont dans un coin de la carte et que la communauté autour du découpage laser est dans un autre coin de la carte graphique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un événement sur le laser et le biomimétisme qui va provoquer le choc entre deux communautés qui ne s'étaient pas rencontrées de manière spontanée. Et de ce fait, ce choc, ça c'est l'observation que peuvent faire les territoires qui ont ce spectre large justement. Ce choc, ça va provoquer des activités nouvelles, ça va provoquer des projets nouveaux qui vont, espérons-le, créer des emplois, des activités aussi. Il ne faut pas attendre l'emploi et puis les statistiques pour aller le pourvoir. On ne remplit pas des cases en fait. C'est du mouvement. Je parlais tout à l'heure aussi de différence de culture, l'Inde et la Chine, la culture de la chaise, la culture du mouvement. Je suis dans la culture du mouvement, vous voyez bien, j'ai du mal à tenir en place là. Et donc c'est le mouvement en fait, c'est un mouvement perpétuel que nous produit le numérique aussi. C'est pas du binaire le numérique, c'est pas 0 ou 1, c'est du quantique. On observe un état et on est dans un autre état. C'est pour ça que la dualité était intéressante, c'est pour ça que j'ai accepté de participer, parce que ce n'est pas du binaire justement. Voilà. Christophe ? Oui, non, je pas. Allez, Lionel. Je peux vous citer simplement un exemple parce que moi je suis surtout dans l'exemple et dans le concret. Je dirais que par exemple, on a le champagne sur notre territoire. Actuellement, le monde du champagne est en train d'identifier chaque pied de vigne. C'est-à-dire que quand vous allez chez le médecin, on ne dit pas voilà, les 50 premiers, vous allez chez le médecin, vous aurez le même traitement. C'est ce qu'on fait dans l'agriculture. Non, maintenant on est en train de différencier chaque pied de vigne, son histoire, son relief, la météo, les maladies qu'il va avoir, les traitements qu'il va avoir, et tout ça on ne peut pas le gérer avec des tableaux. On est dans des tableaux de couleurs. Parce que sinon l'intelligence ne peut pas suivre et piloter ce genre d'informations. Donc là, on va être dans la gestion des territoires, des entrants. On devient vraiment très très fin sur ce type d'activité. Qu'est-ce qui arrive, Norbert ? Si vous permettez, vous connaissez les génomes. Donc actuellement, il y a une course effrénée pour aller décrypter les génomes. Ça peut être un peu la propriété de quelques acteurs. Moi, je milite beaucoup pour l'open source, l'open innovation, tout ce que vous voulez. Et en fait, avec une communauté sur le territoire, donc vous verrez, il y a un petit stand là-bas, ça s'appelle le LabFab, le laboratoire de fabrication numérique. On s'est dit, on va aller décrypter le génome de la framboise pour en faire un bien commun et que ça reste en fait et que ça ne soit pas enfermé. Pourquoi la framboise ? Parce qu'il y a une petite carte électronique open source qui s'appelle la Raspberry Pi et puis voilà, c'est tout. Et en fait, tout seul, c'était compliqué. Par contre, si on se met à 10 000, à 20 000, à 15 000 et que chacun apporte de donner un petit peu de lui-même et de ses ressources numériques, on peut décrypter le génome de la framboise. Donc on l'a décrypté, on a mis quelques mois à le faire avec une communauté interconnectée. Et aujourd'hui, le génome de la framboise, c'est un bien commun. Il est partagé à toute l'humanité. Et donc dans les années à venir, nos générations, j'espère qu'elles pourront utiliser et consommer de la framboise en bien commun. Voilà, et pas seulement de la framboise Google, ou autre. Quelle belle illustration. Lionel. Alors moi, je voudrais pas revenir sur la framboise, parce que le génome de la framboise, j'en serais bien incapable, mais je voudrais revenir sur ce dont on parlait avant, quand on parlait de nos écosystèmes ruraux, de la métropole de Rennes, de celle de Lyon. En fait, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on est tous en concurrence. Et que c'est-à-dire que le but du jeu le but du jeu, c'est soit d'attirer des entreprises sur notre territoire, soit d'aider nos entreprises à se développer. Laisse-moi finir. Bien sûr, gentleman agreement. Mais il est très clair que quand une entreprise aujourd'hui veut s'implanter sur un territoire, il y a de ça quelques années, on regardait s'il y avait des débits, des tuyaux. Après, on regardait. Enfin, les critères évoluent. Et aujourd'hui, le territoire innovant est un des critères les plus élevés pour les critères d'implantation, soit des établissements de grands groupes, soit des entreprises internationales qui veulent venir s'implanter sur un territoire. Après, l'avantage de cette politique d'innovation, elle a un double effet levier, c'est qu'elle est aussi très efficace auprès des entreprises traditionnelles qui sont déjà implantées sur le territoire. Et c'est pour ça que ça justifie aujourd'hui que les collectivités portent ce type de message. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, parce que nous, les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui, elles attendent malheureusement par rapport au thème de la conférence pas grand-chose des collectivités. C'est-à-dire si vous demandez à une entreprise qu'est-ce que la collectivité peut faire pour vous aider, pour innover,
Ah non, ça c'est un domaine stratégique, c'est mon rôle interne, c'est moi qui le prend en charge, et c'est mon domaine d'activité. Donc eux, ils attendent rien de nous. Par contre, il y a une vraie problématique à quand même faire des choses pour que notre territoire soit vu comme un territoire innovant, pour favoriser les développements de ces écosystèmes, parce que là on a une vraie valeur ajoutée, et puis pour permettre à ces entreprises d'innover, comme on disait avec les startups, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc c'est un double effet levier de marketing territorial et de développement éco, donc une politique très positive à mon avis. D'accord. Norbert, qu'est-ce qui arrivait tout à l'heure ? Sur la compétition, si ça crée l'émulation, pourquoi pas. Enfin, quand on est sportif, un vrai sportif, on n'attend pas la compétition extérieure. On est en compétition avec soi-même déjà. Donc je pense qu'il faut développer la boîte à outils territoriale. Moi je vois ça comme une boîte à outils ouverte en fait sur les territoires. Il y a des éléments nécessaires, en effet, qu'on a observés, que vous avez très bien décrypté, que vous avez démontré par A plus B que sur le territoire que vous représentez également aussi, vous avez su mettre en place ces éléments. Après, je pense qu'on est dans de l'interconnexion également aussi. On peut être champion du monde d'un élément et avoir besoin d'être interconnecté avec d'autres territoires. Ça sert à rien d'être moins performant si ailleurs on a une autre spécificité avec laquelle on peut s'interconnecter. Tu as parlé des tuyaux, en effet, c'est vrai que les interconnexions très haut débit, ça doit permettre aussi de faciliter les tiers-lieux, par exemple, également, et puis les rencontres physiques qui sont absolument nécessaires. C'est pour ça qu'on vient aux interconnectés également aussi, pour se rencontrer et pour échanger plein de choses. Après, la French Tech est là aussi pour créer cette équipe de France, en quelque sorte, des métropoles et des territoires au début. Donc on essaye, moi je suis de manière bienveillante aussi d'y participer. Je pense à l'échelle de notre territoire national et de l'Europe, c'est intéressant. On a des choses. Si on reste dans ces compétitions locales, à mon avis, on n'ira pas très loin. Je pense qu'on a en effet des grands enjeux à travailler dans le domaine de l'éducation, l'école qu'elle reste souveraine, qu'elle soit pas dépendante par exemple d'un type de logiciel, si vous voyez ce que je veux dire, qu'elle reste cette souveraineté de la connaissance, créer, développer justement chez nos plus jeunes cette capacité à se poser des questions, à réagir et pas voir de manière descendante un modèle prédéfini qui les obligera à travailler dans ce modèle-là ensuite pour la suite de leurs activités. Et ça aussi, c'est de la compétition avec nous-mêmes. Sinon, on va se tromper de cible, à mon avis. On va se tromper de cible. Bon, alors, ce serait un peu facile de dire que Lyon a battu Rennes 1-0 hier. Mais moi, je voudrais revenir sur quand même cet aspect de compétition. Tu parlais de la French Tech. La French Tech, elle cultive ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la boîte à outils, tout le monde la connaît à peu près. L'expérimentation, l'accompagnement des startups, les écosystèmes, tous, on les met en place sur nos territoires. La boîte à outils, elle est à peu près maîtrisée. Alors à moins qu'il y en ait un qui ait une idée de génie, mais elle serait vite diffusée, on les met tous en œuvre dans nos territoires. Donc ce que se dit le territoire, c'est qu'on va se spécialiser. Je vais me spécialiser sur les smart cities, je vais me spécialiser sur le médical, je vais me spécialiser sur les objets connectés, peu importe le domaine de spécialisation. Et d'ailleurs, la French Tech a lancé les réseaux thématiques en labellisant des territoires sur des spécificités. Et donc, donc ils contribuent. Tu disais que c'était la maison commune. Oui, je suis d'accord. Il y en a qui se seraient spécialisés sur l'Internet. Non, se spécialiser sur... Bon, je vais pas me faire que des amis, mais se spécialiser sur les objets connectés. Mais on est tous sur les objets connectés. Voilà, il y a 20 ans, il y en a qui se seraient spécialisés sur l'Internet, alors. Ou il y a 15 ans. Ah non, parce qu'il y a 15 ans, il y en a qui disaient que c'était un phénomène de mode, l'Internet. Et puis c'était surtout pas pour les vieux, surtout pas pour les gens qui n'ont pas fait d'études, surtout pas pour les gens qui sont à la campagne. Voilà, non. Voilà. Au niveau industriel, on a un petit peu moins le problème. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne lance pas un territoire industriel, un écosystème industriel comme ça en disant d'une volonté de quelqu'un qui va dire je vais mettre. Non, il faut vraiment un in-soir. Donc là, nous, on est peut-être un peu plus ancré dans le réel, bien qu'on ait besoin de tous les outils à notre disposition. On a énormément mis en place la fibre dans le département parce que c'est un élément essentiel. Où que vous soyez, même dans un petit village, vous trouvez la fibre à votre porte, c'est essentiel. Et quand vous créez un produit, vous le créez avec votre partenaire client, fournisseur, et vous êtes obligé d'être sur des plateformes collaboratives pour faire une revue de projet et échanger. Enfin, si vous pouvez pas faire ça, vous êtes, il vous manque un bras. Il vous manque actuellement. On parle beaucoup de l'impression additive.
arrive, vous êtes obligé de modéliser votre produit. Faut savoir qu'il y a une conception qui est fondamentale. C'est d'ailleurs une conception qui n'a rien à voir avec les objets qu'on voit actuellement. C'est pas une reproductivité, c'est des nouveaux produits. Donc si on n'a pas les outils et qu'on peut pas communiquer avec l'extérieur et qu'on peut pas être en réseau, il faut absolument être en réseau. Ça c'est essentiel. C'est vraiment la tendance indispensable. On va peut-être demander dans quelques minutes à la salle s'il y avait des questions sur cette thématique. Bon, je ne vais pas vous pouvoir dire tout ce que j'ai retenu, mais beaucoup de changements, comme vous l'avez dit, les notions de silo, on arrête, on casse et on met plutôt de la transversalité et de la communication, de l'agilité, du test, des tas on pourrait dire, de comportements qui sont nouveaux pour certains et dans lesquels ils devront rentrer. Les jeunes semblent plus prêts et on disait l'espace-temps aussi aujourd'hui. On a dit qu'il fallait aller vite et prendre le temps quand même d'aller vite, mais les générations qui arrivent sont encore plus près que nous tous et bousculent encore ça, mais à des échéances de 10 ans, de 20 ans, ou c'est carrément du 3, 4, 5 ans que les choses évoluent dans les mentalités des jeunes? Robert? Je vais vous parler des jeunes. En un mot. J'observe. Donc l'une des premières étapes, c'est d'être en attention, déjà. Je vous observe. Donc vos pratiques. Voilà, être en attention, observer les pratiques justement, c'est pour pouvoir les accompagner, les outiller. Et le lien, par exemple, entre un territoire et ses plus jeunes déjà. Alors, on a fait, par exemple, vous savez, les ados, vous savez, hein, on les retrouve beaucoup sur Minecraft. On a fait des ateliers pour crafter avec eux le territoire. Et on a recrafté la ville de Rennes, puis des communes périphériques, parce que c'est allé de manière spontanée dans les communes. Et en fait, c'était super intéressant. Ils nous ont renvoyé en pleine figure plein de signaux qu'on n'avait pas observés, nous, avec nos yeux de vieux, d'adultes, et que nos aménageurs n'avaient pas observés non plus. Il y avait même des zones blanches, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils y vont jamais. Il y avait même des zones transformées, où ils faisaient des propositions qui finalement n'étaient pas stupides du tout, en craftant. Et ça, craft, c'est vraiment du collaboratif. Et ensuite, les communautés se rivalisaient, détruisaient certains quartiers, recréaient d'autres quartiers à leur façon. C'était marrant d'observer ces communautés, justement. Donc, les jeunes, on les observe et en effet, on voit que les pratiques, il y a des coutumes, il y a des rites qui se mettent en place. Même les outils, vous disiez. Ouais. Snapchat, par exemple. Qui est sur Snapchat? Ouais, voilà, vous voyez, vous êtes très très jeunes, ouais, vous voyez. Qui s'informe avec Snapchat? Les plus jeunes aujourd'hui, en effet, s'informent avec Snapchat, nos enfants. Moi c'est plutôt Twitter, voilà. Donc on voit bien, il y a des rites, des coutumes qui sont différentes, hein, déjà. Faut les accepter. C'est ça l'inclusion également aussi, le participatif. Avant de vous demander, allez-y, Christophe. Simplement dit pour dire qu'effectivement, les jeunes, par exemple, des jeunes qui vont sur Second Life, ils ont la capacité à créer des mondes complets. Vous pouvez créer des objets, vous pouvez créer des habits, des cheveux, des châteaux, des végétaux. Vous n'avez aucune limite, vous pouvez tout créer. Et c'est quand même assez passionnant. Et même vous-même, votre jumeau numérique, on a tous un jumeau, une jumelle numérique, votre identité numérique. À nous, à vous de la maîtriser, justement, cette souveraineté. Pas laisser la place à d'autres... Voilà, pour la maîtriser, vos données. Hein. Et ça, les plus jeunes, par contre, il y a une acculturation par rapport à ça. Parce que nous qui avons connu l'avant et l'après, en quelque sorte, hein, donc pour moi, on est déjà, c'est la tour qui parle d'anthropocène. On est dans une nouvelle ère humaine, probablement. Il y a eu l'avant et l'après numérique. On est déjà dans le post-numérique. Ce qui va surtout changer énormément les données, c'est quand on va passer à l'intelligence augmentée. On a déjà l'intelligence artificielle, effectivement, dans de nombreux domaines, notamment les banques. Vous avez même des ordinateurs qui sont membres de conseils d'administration. Hein, vous avez c'est vraiment une tendance c'est pas uniquement gadget, c'est vraiment une tendance lourde. Et je pense que chaque personne va être maintenant assistée non seulement d'un smartphone, mais d'une intelligence dans le smartphone. Vous lui direz, fais-moi un voyage de 8 jours dans le Midi, et il s'occupe de tout. Et puis dans le monde du travail, dans le monde de la production, ce sera une assistance considérable. Donc ça va complètement changer les règles du jeu, et je pense qu'on a du mal à imaginer tout ce qui va se passer.
Avant la conclusion, avez-vous une ou deux questions, puisque vous le savez, c'est assez court, ce débat? On a été clair, ou déjà le futur que vous leur prévoyez crée de nombreuses questions, mais trop nombreuses. C'est bien ça quand même, il faut se préparer. Lionel, un mot de conclusion, puisqu'on avait dit, je crois que par rapport à votre emploi du temps, terminer à l'écart. Moi, pour terminer, je garderai quand même cette logique temps, là, dont on parle quand même de façon récurrente depuis le début, parce que quand on parlait de boîte à outils, aujourd'hui les boîtes à outils, on les connaît, mais dans la difficulté de les mettre en œuvre, le facteur temps est un facteur extrêmement important. Parce que le temps de l'université, c'est pas le temps de l'entreprise, c'est pas le temps de la start-up, et c'est pas le temps de l'innovation numérique. Et quand on parle d'écosystème, le challenge pour mettre en œuvre un écosystème favorable au développement d'un projet d'innovation sur une entreprise, eh ben, ça va être de conjuguer ces temps-là, où on va avoir l'école d'ingénieurs qui va nous dire non, moi c'est une période de vacances scolaires, là je peux pas, où on va avoir l'entreprise qui nous dit je dois avoir un livrable pour la semaine prochaine, là il faut que ce soit fait, où on va avoir le chercheur qui va nous dire je travaillerai ce week-end dessus parce que là je peux pas, j'ai d'autres conférences à faire. Et de conjuguer ces temps-là, ça résume bien la problématique du numérique, parce que le numérique vient chambouler cet espace-temps. Et a fait qu'on va beaucoup plus vite. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que derrière les implications du temps et du numérique sont très très nombreuses. Mais dans le cadre des politiques d'innovation sur les territoires, elle a un rôle non neutre. Et d'avoir la capacité de le maîtriser au mieux, c'est un des critères de réussite de mise en œuvre d'une partie de la boîte à outils. Voilà ce que je retiendrai en conclusion. Importance du facteur temps alors. Oui, on pourrait dire beaucoup de choses sur le transfert de technologie et le monde de l'entreprise et de l'université. C'est vraiment un point clé sur lequel il faut maximiser le maximum de relations. C'est vraiment fondamental. Et par exemple, la mise en place de dispositifs CIFRE, il faut vraiment que les entreprises, même les startups, n'hésitent pas à prendre de l'intelligence dans leur entreprise, même si la personne a plus de qualifications que le chef d'entreprise, on s'en fiche, il faut vraiment avancer. Et véritablement, l'entreprise, c'est le reflet des personnes qui la composent. Il faut vraiment nouer des partenariats entreprises-universités, c'est quelque chose sur lequel c'est très important. Et pour revenir à l'intitulé d'aujourd'hui, je pense que, est-ce que ce sont les collectivités, est-ce que ce sont les entreprises ? Quelque part, je pense que ce sont les entreprises, que tout vient de la production du salarié déjà, aider avec son environnement connecté, et puis l'entreprise et les collectivités, à l'écoute des besoins des entreprises, vont proposer le meilleur écosystème et les meilleurs dispositifs. Merci Norbert. Ouais, tout à fait. Et puis l'université, ça me fait penser à la formation et la compétence. Je pense qu'il faut vraiment voir la compétence comme un flux et beaucoup moins comme un stock, comme on nous l'a appris et enseigné depuis longtemps. Un flux, ça circule, c'est du mouvement. Voilà, ça se partage. Et c'est surtout ça, c'est ce partage de compétences en fait qui va créer du lien de toute façon, cette interconnexion entre les habitants, entre les entreprises, entre les différents mondes en fait. Voilà, et le numérique nous apporte cette chance, cette interconnexion. Vous avez insisté lorsqu'on préparait quand même de dire il n'y a pas que l'interconnexion, il y a, je veux dire, physique bien sûr, aussi, on se rencontre, qui est complémentaire. Le lien. Dans tout ce que vous dites depuis le début, c'est pas l'un à la place de l'autre, c'est constamment l'un avec l'autre, avec des modifications de l'un de l'autre, voire des temps différents, comme ça a été dit. Mais c'est cet écosystème globalement. Je constate que dans les entreprises, on a beaucoup de salariés qui sont en contact avec soit le client, le fournisseur, mais quelquefois ils vont sur un salon, ils voient la personne avec qui ils sont en contact depuis 2 ans, et là les rapports changent. Ça devient véritablement du partenariat, même souvent de l'amitié, et on est beaucoup plus fort quand on a ce lien humain qui vient se compléter le lien virtuel. L'interconnexion totale alors. Ouais, confiance, envie, plaisir, voilà. Super. Mesdames, Messieurs, nous avions pris l'engagement de 45 minutes. On a démarré quelques minutes après. Ouais. Merci de votre attention en tous les cas, et puis profitez bien de cette manifestation. Merci aux intervenants pour cet échange. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir même, oui. Merci.